Salut Amika, Salut. bienvenue dans le podcast Vida Loca. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Bah oui, j'espère bien, oui, oui. Tu nous as dit que tu avais une vie quand même assez trépidante. Donc on va voir ça, on va en discuter plus en détail. Pour commencer Amika, je te propose qu'on commence par une interview que j'appelle Tac au Tac. Wow. En fait, je vais te poser 10 questions. Et le but, c'est des questions simples, je pense. Mais le but, c'est que tu répondes vraiment du tac au tac. Tu vois, la première chose qui te vient à l'esprit. D'accord. T'es prêt? Bah, je suis prêt. Allez, on commence. Ton nom complet. Amílcar Miguel Coca Cabrera. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton prénom, qui, à moi, me semble un peu... Bah, mon prénom, Amílcar, en fait, c'est Amílcar à la base. C'était Amílcar à la base, donc ce que m'ont raconté mes parents, ma mère, c'est que mon père voulait mettre le nom Amílcar, et le moment de l'inscription, il a fait une erreur, il a mis un Amílcar. Sans le L et sans le K. La Donc c'était Amílcar. précipitation, Donc, l'émotion. l'émotion peut-être, il a mis Amílcar, A-M-I-C-A-R. Et puis du coup, voilà, je suis resté comme ça, à ce jour. Là, c'est hyper original, on connaît pas trop d'Amika C'est ici ça. en France. C'est... Bah, en Italie, c'est ce week-end que j'étais en Italie, sur l'autoroute, je vois un panneau, Amílcar. Pareil que moi, c'est pas possible. Je suis une ville. C'est pas possible. Là, sur les panneaux, il y avait une publicité de voitures et en bas, il c'est Amílcar. Donc en fait, je me suis mis à rechercher Ouais. et c'était le nom peut-être une société de location de voitures, un truc comme ça. Ok. Donc, Ah je me suis ouais, dit, bon, bah, ok, pourquoi pas. pourquoi pas. Alors, deuxième question, d'où est-ce que tu viens? De Santiago de Cuba, de la ville même de Santiago. Ok, super. Santiago, c'est pas la capitale. La capitale, c'est La Havane. La Havane. Et c'est une grande ville du C'est coup, une à grande Cuba. ville, il y a quasiment demi-million de personnes. Ok. Je pense que Oui, donc c'est par là. C'est une grande ville. Bon, depuis, enfin, c'était la première capitale de Cuba à l'époque. Si nous parlons un peu d'histoire, c'était la première capitale. Et puis ensuite, au moment que les Espagnols ils ont décidé que là-bas, c'était plus facile au niveau du commerce, au D'accès, niveau ouais. d'accès, et bah, ils sont passés la capitale de Cuba là-bas. À La Havane. Ouais. Ok. Parce que du coup, Santiago, c'est un peu plus dans les Santiago. terres. C'est dans le sud. Ah, c'est dans le sud. C'est dans le Donc, sud, moins donc, facile d'accès. Facile d'accès depuis l'Espagne, en fait. Ok. Parce que quand on venait d'Espagne, il fallait faire le tour. Hmm. Pour le sud, Alors que La Havane, c'est pour directement. Guantanamo, faire le tour, avec Haïti à côté, et puis ensuite rentrer à la baie de Santiago. Donc c'était un peu plus compliqué. Donc ils sont passés la capitale pour La Havane. C'est Ok. c'est une histoire de commerce, quoi, en fait, de facilité. Oui, Et comme c'est- beaucoup de Ouais. capitales, du coup. Ta musique préférée? Bah, j'aime tout. Je dis la salsa, voilà, on est né à Cuba avec ça, mais Cuba, sachez que c'est les pays qui a créé pas mal de genres musicaux, et énormément de sons à Cuba, de cha-cha-cha, salsa, son type de musique, énormément. Donc, nous, effectivement, j'ai un grand univers de la musique. J'aime bien le reggae, pour l'influence des Oui. Caraïbes aussi, Oui, c'est juste. et du Jamaïque, c'est à côté, en face de Santiago. C'est tout ça, ouais, je suis ouvert à ça. Donc, pas forcément un genre musical préféré ou une chanson préférée. Non, c'est pas un du peu- tout. T'es très Ouais, ouvert je suis là-dessus. très ouvert là-dessus, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un plat de ton enfance? Ah, mon enfance, bah écoute, on va dire c'était une enfance jolie. J'étais heureux, ouais, j'étais heureux à Cuba. On n'avait pas tout ce qu'on avait en ce moment-là, enfin que la vie a évolué. À cette époque-là, il n'existait pas Internet, donc je pense que quand on voit la différence d'avant et après, je pense qu'il vaut mieux de pas avoir eu Internet, parce que là, les enfants, ils grandissent, ils se développent mieux avant qu'aujourd'hui. Oui. Parce que là, tu es à la recherche, à la découverte de tes réponses. Et c'est toi qui dois la chercher. Là, aujourd'hui, tu tapes sur Internet et c'est facile. Google, trouves tout de pas suite. tout. Donc, donc, je pense que oui, à cette époque-là, ouais, on était heureux, on jouait au baseball à la rue, on jouait, on mettait des baskets, on jouait, c'était avec les amis, les tons aussi aidés à qui
on joue plus facilement. Les voisins, ils faisaient attention à toi aussi, même si tes parents n'étaient pas là. Donc c'était joli, ouais, c'était magnifique. Oui, il y avait beaucoup d'interactions entre les ça. enfants. Effectivement, ouais. Ouais, c'était joli. On mangeait même chez les voisins. Vas-y, passe, ça vient. Donc, non. Alors, aucun danger. Et on était plutôt heureux, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un jeu comme ça de ton enfance assez typique de là-bas? Typique, oui. On jouait beaucoup au baseball déjà. Ok. Sans condition du tout, hein, parce qu'on n'avait pas à la bombate, on n'avait pas là. Bon, si, c'était. Alors, vous jouiez avec quoi? On jouait avec. Un bâton? Si, on improvisait, ouais. On prenait la branche, voilà, et sinon, avec quelqu'un dans le quartier qui avait un vrai bat, on jouait avec celui-là prêté, on balle improvisée, puis on jouait au baseball. Sinon, on jouait aussi à la balle. Je sais pas comment on dit. Aux billes. Voilà, les petites boules là. Voilà. Ouais, les billes. On jouait à ça aussi, c'était sinon. Tout le monde jouait à ça, j'ai l'impression. Si tout le monde jouait à ça. Non, tout le monde. C'était mes préférés, c'était le baseball. Ok. C'était le baseball. Plutôt vin ou rhum? Rhum, oui. Rhum, on tuait ça depuis tout petit. Et les rhum, pour moi, c'est. Je pense que, on va dire, c'est plus une passion. Le rhum, c'est une culture, c'est culturel, ça vient en moi depuis alors, plutôt rhum pur ou rhum cocktail? Non, pur. Pur? Si, et sans glaçon. Si. Un bon rhum, du coup. Et voilà, c'est dry. Un rhum dry. Voilà. Pas mélangé. Plutôt vivre en France ou à Cuba? Ah, ça, c'est une belle question. Là, aujourd'hui, je suis partagé. Parce que là, aujourd'hui, si je pars à Cuba, effectivement, je suis heureux, je serai heureux, mais la France, ça va me manquer aussi. Donc aujourd'hui, non, je pense que je suis partagé. Ah, si tu me poses la même question, il y a plus de 15 ans, auparavant, j'étais à Cuba, direct, parce que là, j'étais pas effectivement dans mes Maintenant, tu es installé en France. Si, je suis installé et j'ai fait ma petite vie ici. Et là, aujourd'hui, à Cuba, au bout d'une semaine, ça y est, la France me manque. Et c'est comme ça. Plutôt parler français ou parler espagnol? Ah, les deux font partie. Si, au début, j'ai eu du mal avec les Français, comme tout le monde. J'imagine. Mais les Français rigolaient des conneries qui sortaient, des trucs. Mais moi, je me foutais, je voulais apprendre. Et à ce moment-là, j'avais pas les moyens pour me payer une école de français. Donc, je suis parti, à l'époque, je partais au Beaubourg, à la bibliothèque Beaubourg. Là, au 12e, 3e étage, il y a un endroit là où les étrangers peuvent apprendre durant 30 minutes. Je pense qu'aujourd'hui, ça va assister aujourd'hui. Je parle depuis plus de 20 ans, hein, je parle. Et je pense que ça va assister. C'est bien ça. Parce que les étrangers venaient, faisaient la queue, 30 minutes chacun. Et puis voilà, c'est. Tu pouvais accéder du coup à la bibliothèque. Tu pouvais accéder, ça, gratos. Et là, et je prenais mon temps et effectivement, comme ça, petit à petit, je commençais à. Donc c'est en lisant des livres en français que tu as. Si, avec les bouquins pour apprendre français facile. Trop bien. Et comme ça, tous les jours, je commençais à apprendre petit à petit le français, plus la télé, et comme ça. Et aujourd'hui, là, je ne peux pas m'en passer. Bien. C'était comme ça, sous le champ. Parce que quand on arrive à Cuba, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut foncer, il faut s'adapter, habituer, sinon tu rentres à Cuba parce que les manques, c'est tellement trop que soit tu apprends vite ou tu arrêtes vite, sinon tu rentres parce que tu vas te faire du mal à soi-même. Si, compliqué, ouais. Le truc le plus fou que tu aies fait dans ta vie? Le plus fou, je pense que c'est venir en France. Oui, parce que j'étais très jeune. T'avais quel âge? Et j'avais 25 ans. 25 ans. Je venais sur l'inconnu. Moi, j'étais invité par des amis. Mais dans ma tête, je me suis dit, bon, si je saisis mon opportunité, ils me disent de rester, je vais rester. Mais derrière ça, il y a un gros travail à faire, des adaptations et tout ça. Mais je pense que c'était le plus fou, le choix le plus fou que j'ai fait parce que je laissais tout derrière moi. Ok. Ouais, on va y revenir en détail après alors. Est-ce que tu as une adresse cubaine à recommander ici à Paris? Une adresse cubaine
Comment, quoi, un bar, un truc. C'est toi qui Écoute, choisis. parce que là, Le premier truc qui te vient direct. bar les champions. Les bars les C'est un champions. bar, ouais. C'est un bar c'est un ami à moi, pas comme moi, entrepreneur. Il aime bien c'est aller vers l'avant. Et lui, il a créé ces bars-là, les champions, à Saint-Raphaël. Ok. 452 Saint-Raphaël entre Maastricht et Campanario. Là, se trouve la cafétéria, le Ok. bar. C'est un bar. Et là, il propose pas mal de cocktails, il propose de la nourriture, il propose pas mal de choses. C'est très, très, très bien fait. Spécifique cubain, du coup? Et ouais, Ouais. je pense que c'est un peu ouvert. C'est un peu ouvert, mais il y a des trucs, tu vois, là. C'est la base, ouais. C'est la base, ouais. Mais c'est un adresse que je vous conseille d'y aller parce que là, vous allez connaître et là, l'endroit où vous allez l'aider. Mais deuxième chose, ça passe super bien. Super bien, ouais. On ne connaît pas, mais ce sera l'occasion. Et enfin, dernière question, parce que oui, on arrive à la 10e. Quel emoji pourrait te représenter? Et ouais, toujours le sourire là, celui qui est comme ça. Toujours celui que voilà. Parce que c'est au moins, j'aime bien rigoler, j'aime bien tout le temps rigoler. Après, bon, tous les jours on ne peut pas, mais la pression des boulots, etc. Mais j'aime bien rigoler, et puis ouais. Ça te Si, caractérise bien, pardon. Si, ça me caractérise bien. Ok, super. Du coup, ce que je te propose maintenant, qu'on a filé 10 questions, bravo, c'est qu'on aille un peu plus en détail justement de quand tu es arrivé en France. D'accord. Que tu nous racontes un peu le pourquoi du comment tu es arrivé en France, qu'est-ce qui t'a décidé à partir de Cuba. Et voilà, déjà, on va commencer par ça. Bon, déjà, j'avais jamais pensé à la France. C'était pas la France. J'étais à Cuba, je travaillais dans le tourisme et j'avais plein de contacts avec des étrangers de différents pays. Mais je n'ai jamais pensé de venir en France. Je pense que c'était le hasard. Parce que les Cubains qui sont à Cuba, ils pensent à quoi? Ils pensent aller aux États-Unis, ils pensent aller juste à côté, c'est pas loin et puis c'est plus facile. Au niveau des papiers, tout ça, quand on arrive aux États-Unis, les Cubains, ils sont plus accès facilement aux papiers. Il y a des partenariats. Il y a des lois que les États-Unis bénéficient des Cubains. D'accord. Et voilà, je me suis dit, pourquoi je vais penser à un autre pays, moi, que les États-Unis, que c'est plus facile pour nous. La France, c'était le hasard. Dans ma tête des jeunes, parce que j'étais jeune à l'époque, encore plus jeune, et je me suis dit que je voulais connaître autre chose que Cuba, parce que Cuba, c'était un pays qui, quoi qu'il arrive, il a resté en laiton, c'était pas facile d'évoluer, de voir autre chose, et donc du coup, je me suis dit, bon, à ce moment-là, quand j'aurai l'occasion, je partirai. Et effectivement, des amis m'ont proposé de venir en France, et je lui ai dit, écoute, pourquoi pas. Chose qui a été faite, et je suis venu en France. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, dans l'avion, je me suis dit, bon, t'es déjà là, c'est si ta chance. Tu vas y arriver. Ah oui, c'est si ta chance. Mais le plus difficile, c'était que je ne voyais pas la chose en clair. Quand j'arrive aussi en France, je vois après et c'était compliqué. Je me suis dit, wow. Tu connais personne, tu connais rien, tu connais que dalle, tu connais pas la langue. Parce que du coup, tu es venu ici, tu n'avais pas de famille qui était ici, c'était vraiment juste tes amis qui étaient voilà, là. qui m'ont accueilli ici. Et au bout d'une semaine, ça y est, chacun a pris sa vie. Hein. Il était tout seul, je restais tout seul. Et je me suis dit, il faut apprendre le français, obligé. Ça y est, dans ma tête, je me suis dit, bon, je sais si ma chance, je reste ici dans ce pays. C'est pas aux États-Unis, mais pourquoi pas. Les froids, parce que je débarquais en plein novembre, je me suis dit, les froids, c'était chaud. À chaque comme fois, aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'était, voilà, cette époque-là. J'ai oublié à chaque fois les manteaux, j'ai oublié à chaque fois les codes d'entrée. Je n'étais pas habitué à tout ça. Là, moi, et à chaque fois, je restais en dehors. Voilà, et j'attendais que quelqu'un rentre dans le bâtiment pour pouvoir avoir accès, rentrer. Non, c'était violent, c'était violent. Mais non, c'est... Avec l'effort, je me suis mis à travailler le français. C'était le point le plus important et le plus pour pouvoir communiquer. Mais aussi pouvoir aller au métro, enfin bouger à Paris, il fallait connaître les métros et tout ça. Et c'est ce que je suis fait au début. Apprendre les métros, apprendre le français, apprendre un peu la géographie de Paris et commencer. Je suis commencé comme ça. Ouais. Et c'est quoi qui a été le plus dur en apprenant le français pour toi?
Je pense que tout, parce que c'était nouveau. Le français, j'avais peur de dire les dates, les années. J'avais peur de dire les années. Tu m'as dit, moi, l'année telle, 1870, j'avais peur de dire ça. Parce que je me suis dit, pourquoi les Français mélangent trop les numéros? Et là, c'était moi, j'avais peur de dire les dates. Et sinon, dis-moi l'heure, j'avais peur de tout ça. Ouais. Il y a des sons comme ça en français ou tu vois, des lettres qui t'ont paru beaucoup bien plus sûr, difficiles que d'autres. c'est bien sûr, le sopalan, par exemple. Je disais solapin. Ah, les solapins, les gens Donc, rigolaient. comprenez. Si, après, je me suis dit, merde, non, le solapin, c'est pas le solapin. C'était sopalan. Est-ce que tu sais que Sopalin, c'est la marque? Et que ça s'appelle un essuie-tout? Non. L'essuie-tout, oui, après, je sais que c'était ça, l'essuie-tout, mais... Le solapin, c'est pas mal ça. Et puis d'autres trucs, je me souviens pas, mais ouais... Et le R, il t'a pas paru Si, le R, et le jeu. Ah oui. Alors, avant, j'ai essayé Jo, carrément. Jo. Et non, c'est pas jeu, les gens disent, les Français disent, non, jeu, non, ah, mais regarde. Mais jeu, on dit jeu, écoutez, doucement, ça va venir. C'était terrible. Petit à petit, on se calme. C'est ça, mais avec les gens, ils ont eu patience avec moi. Mon premier job, c'était un ami africain et antillais qui ont eu patience avec moi. Ils m'ont pas mal aidé aussi, malgré qu'ils avaient commencé à aller à Beaubourg et tout ça. Mais tout ça, c'est une question de pratique. Des pratiques et de répéter. Sinon, oui, il faut te forcer à essayer. Parce que les cerveaux te disent non. Oui. Tu ne répètes pas, tu n'apprends pas, tu t'en fous, tu restes avec l'espagnol. Mais toi, tu dois dire au cerveau, non, j'ai besoin de ça. Une fois que tu contrôles ton cerveau, ça y est, tu vas avancer petit à petit. Si. Oui, et puis je pense que quand tu apprends une langue comme ça, il ne faut pas avoir honte, enfin peur d'avoir honte en fait. Exactement. Parce que forcément, tu t'apprends, donc les gens sont obligés d'être indulgents. Ils sont rigolés pas mal de moi. J'imagine. Moi, faut pas le prendre personnellement. Quoi. non, mais c'est normal. Ouais. Et imagine-toi, je suis parti à la banque pour la première fois. J'étais tout seul, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille pour ouvrir un compte bancaire à la poste. Et j'avais peur d'y aller à cause de la communication, de la langue. Et je lui ai dit à un ami à moi, tu vas me dire, viens, aidez-moi, on va aller à tel endroit. Et mon ami, tu vas me dire, non, moi, j'ai un roman à voir. Mais c'est pas vrai. et je lui ai dit, ok, je vais partir tout seul. Apparemment, il a eu honte de ça, il est venu avec moi. Mais après, je me suis dit, non, moi, je veux parler, moi, je veux me débrouiller tout seul. Et lui, il était là. Mais moi, je me suis débrouillé, je veux parler avec les conseillers de la poste. Et ça s'est bien passé. Et tu trouves que les gens ici en France, parce qu'on entend beaucoup que les Français font pas d'efforts, en tant que touriste en tout cas, est-ce qu'en tant que personne qui vit ici, qui a envie d'apprendre le français, tu as trouvé que les gens justement, ils essayaient de comprendre ce que tu disais, ou au contraire, il y a eu des situations où tu te disais, mais en fait... Ouais, ça dépend en fait de l'occasion. Parce que, effectivement, il y avait des Français qui n'avaient pas le temps de comprendre, ils ne savaient pas le temps de savoir si tu comprenais, enfin, si tu parlais bien ou pas. Non, ils ne savaient pas le temps. Il y en avait d'autres qui comprenaient, ils disaient, bon, ok, ils essayaient de te comprendre. Mais ça dépend de la situation et de l'endroit où tu es. D'accord. Si. Mais, ouais, il y en a d'autres qui sont rigolés, quoi. Mais moi, c'est pas grave, ça m'a donné la force parce que je me suis dit, je me disais à l'époque, non, tu t'en fous, tu vas y arriver. En plus, pour moi, c'était nouveau de voir une femme conduire un bus. Par exemple, je voyais les femmes conduire un bus, en voiture de police. Tu vois, c'était rare. Tu vois, ça n'existait pas. Et je voyais une femme faire des trucs comme ça. Je me suis dit, ouais, c'est génial ça. Et comment elle peut, moi, et ça m'a donné la force en fait, de voir une femme conduire un camion, tout ça c'est en métro, le métro, et là, ça m'a inspiré d'elle aussi pour avoir la force. Et ça, c'est joli. Mais après, que les gens rigolaient de moi et tout ça, moi, je les prenais comme un défi. Mais c'est bien. Je vais leur montrer que moi, je vais y arriver. Ouais. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais juste avant sur les femmes. Forcément, ça m'intéresse. Ça veut dire qu'à Cuba, c'est encore, en tout cas à l'époque où tu y étais, c'était encore
un peu la mentalité à l'ancienne où c'était chacun son métier, chacun son poste. Bon, à l'époque, oui. Mais aujourd'hui, ça n'a pas trop évolué non plus. D'accord. Ça n'a pas trop évolué non plus. Je pense que oui, tu vois, ils sont pas trop évolués là-dessus. Il faut un gros travail là-dessus. Les femmes, elles sont pas encore aujourd'hui. Parce qu'on leur laisse pas le choix, peut-être aussi. Peut-être, il n'y a pas, je pense, la possibilité de lui donner accès à ces postes-là ou à ces développements-là. Mais aujourd'hui, en tout cas, je vois très peu de cas. Je vois les femmes policières, tu vois, ok. Je vois les femmes qui sont des motos là, des policiers de motos, Oui. trafic de la route, Oui. très peu. Il y en a, mais très peu. Mais la participation de la femme à Cuba doit encore évoluer. Ah, ici, c'est énormément. Les femmes ici sont épanouies. Oui, en France, Et en France, c'est épanouie. À Cuba, les manque encore. C'est épanouissement. on n'y est pas encore surtout en France. Mais oui, c'est vrai que quand tu compares comme ça, enfin, moi, c'est vraiment un sujet qui me touche, tu vois, le pouvoir des femmes, en tout cas la place des femmes dans la société. Et même si ici, effectivement, des fois, moi, je peux penser qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et tout, quand tu vas dans des pays comme ça, où en fait, on est encore très, très, très en retard sur plein de choses, tu te rends compte quand même de l'évolution qu'il y a eu. Si, si. La France, elle a pas mal évolué. Et je parle depuis des années. Et aujourd'hui, la femme, encore aujourd'hui, elle a évolué en France. Si, si, au niveau des salaires aussi, au niveau des postes politiques, et pas. Donc, à Cuba, ils essaient quand même de faire des efforts. Je sais parce que je suis la politique à Cuba, je suis les notices à Cuba. Et là, je vois qu'ils se font des efforts, mais c'est pas ça. C'est pas encore ça. Oui, il manque encore quelques Ah années. oui, énormément. pour Énormément. arriver Si, si. à quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement la situation à Cuba au niveau économique, social et politique? Oui, aucun problème, on peut parler politique aussi. Je suis ouvert à ça. D'ailleurs, je me suis intéressé à Cuba, ici, D'accord. au niveau politique. Ok. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas trop la politique à Cuba, comment ça se passe. Nous, le Cuba, à l'époque, on n'est pas trop intéressé à ça parce qu'on est apolitique. On était apolitisé, on n'est pas à l'école, surtout, on ne t'apprend pas ces choses-là. D'accord. C'est plus la vie quotidienne. C'est plus la vie quotidienne, il faut aimer les chefs, il faut aimer un fidèle, il faut aimer toutes ces personnes-là qui sont, entre guillemets, luttées contre les régimes qui étaient auparavant. Mais ici, je me suis intéressé dans un autre point de vue de la politique, de l'histoire de Cuba. Et ici, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, qui m'ont donné à l'école, que ce n'était pas ça. Et tout de suite, aussi, je me suis entouré des gens de la politique ici en France aussi. C'était des gauches, des gens de gauche. Je ne savais pas qui était la gauche, je ne savais pas qui était la droite, je ne connaissais pas. C'était en France, c'était ici en France que j'ai commencé à apprendre. Et la politique à Cuba, a aussi pas mal de choses à changer. Aujourd'hui, depuis, si on fait le bilan en 64 ans, c'est un bilan négatif. Au début de la Révolution, en 1959, la proposition qui à l'époque, c'était un groupe de révolutionnaires proposés, à la tête à Fidel Castro, proposait la justice sociale, l'égalité pour tout le monde, etc., baisser la pauvreté, toutes ces choses-là qu'il a proposé et qu'il a mené au pouvoir. Grâce à tout ça, le peuple l'a cru en lui. Aujourd'hui, on fait les bilans, c'est négatif. Il y a pas la justice sociale, elle n'est pas là. L'égalité, elle n'est pas là. Oui, tu trouves que entre le fossé en fait entre la promesse qui avait été faite à l'initiale et ce que c'est vraiment aujourd'hui, il y a quand même il y a un gros décalage. Un gros décalage. Il n'y a pas toutes ces libertés que l'homme a besoin pour vivre, ils ne sont pas là. Et donc, du coup, c'est même pas un gouvernement, c'est un régime. Donc, quand on ne donne pas la possibilité à son peuple de s'exprimer, c'est un régime, c'est une dictature qui est posée. Et aujourd'hui, il y a pas mal de changements à faire à Cuba, mais tout de suite, c'est rapide, il faut le faire très rapidement.
parce que la population fuit de Cuba. Et à Cuba, aujourd'hui, il y a à peu près, il y a en Provence carrément des Cubains qui ont fui de Cuba. En Provence, en regardant les chiffres des Cubains qui sont émigrés vers les États-Unis, et pas seulement vers les États-Unis, dans le monde entier, il y a en Provence à Cuba qui est vide actuellement. Donc la situation est grave, il faut effectivement faire quelque chose vite. Ouais, que la communauté européenne fasse, qui regarde vers le peuple cubain, qui voit qu'ils souffrent tous les jours, qu'ils sont en manque de tout, ils ont besoin de plein de choses, médicaments. Bon, quand je dis médicaments, je ne peux pas faire mention ici de tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont vraiment besoin de tout. Et c'est pas normal. Et tu trouves que quand tu es cubain à Cuba, tu vois les choses de la même façon que quand tu t'ouvres à l'extérieur et que tu analyses un peu plus en détail ce qui se passe? Non, quand tu es un Cubain de Cuba, c'est compliqué, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. On sait qu'on a besoin de plein de choses, mais on ne sait pas qu'il est coupable et dedans, et pas à l'extérieur. Et donc, quand tu es un Cubain de l'extérieur, tu te rends compte que les coupables, c'est le même système, c'est le même gouvernement. Et pas ailleurs. Parce que si on, par exemple, on dit pourquoi on a un souci avec les végétaux, pourquoi on a un souci avec la viande, je sais pas, les poulets, là, excuse-moi, pour avoir des maniocs au pont de terre, tu n'as pas besoin d'acheter ailleurs ça. Il y a de la terre à Cuba pour faire ça. Il faut juste donner la liberté à la personne indiquée pour qu'elle puisse produire. Est-ce que chaque personne a une directive du coup pour produire sur ses terres? Pas forcément que tout est contrôlé par... C'est vertical l'économie à Cuba et tout est contrôlé par l'État. Donc si tu ne donnes pas la liberté à ces personnes de produire la quantité qu'ils veulent, quand ils veulent, et que la personne même fixe ses prix et voit qui va vendre, et la personne n'est pas motivée. La personne n'est pas motivée pour produire. Oui, parce qu'elle devient salariée et pas entrepreneur. Exactement. Tout est vertical et si toi, comme gouvernement, tu veux contrôler tout, mais en même temps, tu n'es pas capable d'accomplir les contrats que tu as avec un paysan, viens, vas-y, moi je t'achète, je sais pas, 10 tonnes de pommes de terre et tu viens pas et tu payes pas. Si tu viens, tu payes pas bien ou tu payes pas au moment en temps et en heure, les paysans, ou au moment, là en famille, quoi. Bien sûr. Comment il va faire? Tu viens, tu récupères la marchandise, tu ne payes pas, c'est chaud. Oh, tu viens, tu viens pas et tu laisses la marchandise pourrir. Là, c'est pareil, c'est la même chose. Et c'est ce qui se passe à Cuba. Et ils sont démotivés, les gens de la campagne viennent en ville. Une fois qu'ils sont en ville, ils partent à l'étranger. Les gens vont leur maison pour partir et tout est décalé. Les gens ils sont désespérés. Si. Non, mais c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai des amis qui ont été à Cuba en tant que touristes. Oui. Et je pense qu'en tant que touriste, tu ne te rends pas forcément compte de tout ça, en fait. Tu vois qu'il y a un décalage, tu vois qu'on est encore bloqué dans les années, surtout à La Havane, les années 60. Ils en jouent pour le tourisme aussi. Exact. Mais je pense que tu sens ce décalage, mais tu ne te rends pas forcément compte de tous les impacts dans la vie quotidienne du régime qui est en place. C'est violent, c'est laisser un peuple longtemps comme ça, et ça joue forcément dans leur tête. Et les gens, effectivement, ils sont en masse psychologique. Là, les Cubains, aujourd'hui, ils sont désespérés totalement. Et ils voient qu'ils peuvent manger, quoi. Parce qu'il y a tellement besoin qu'ils vont dire, bon, si tu ne manges pas, tu meurs. Donc, il faut être derrière la nourriture, derrière tout ceci. Là, les prix sont explosés. Et du coup, c'est pas envie. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de solution à ça. Et le régime ne trouve pas la solution. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de solution, ni à court ni à long terme. La solution, ils savent bien c'est quoi la solution, mais ils ne vont pas l'appliquer parce que la solution, c'est qu'eux, ils quittent le pouvoir. Oui, que ça change. Que ça change carrément tous les systèmes, tout économique et tout. Oui. Parce qu'ils sont tous détruits. C'est en place, du coup, depuis 64 ans, c'est ça? Ça fait 64 ans qu'ils ont mis en place ce système. Ils ont pris, on va dire, Cuba, c'est un laboratoire communiste. Il n'y a rien qui s'est bien passé, quoi. Et je ne sais pas, c'est moi qui l'ai dit, c'est que je l'ai vécu pendant 25 ans. Oui.
Il n'y a rien qui s'est passé bien, quoi. Si vous mettez en place aussi, ça ne fonctionnait pas. Mais en place là, ça ne fonctionnait pas. Et rien ne fonctionnait correctement. Non, et c'est dommage parce que je pense qu'à l'initial, quand Fidel a été mis au pouvoir, c'était vraiment L'idée un était espoir. bonne. L'idée était bonne. Beaucoup d'espoir qui était mis en cet homme. Exact. Et c'était le seul changement possible dans le pays aussi. Et après, quand je commence à lire l'histoire et ce que Fidel voulait faire, et je me suis dit, bon, il voulait changer, enfin, diminuer la pauvreté, il voulait diminuer ceci, cela de l'ancien gouvernement. Mais quand je regardais les chiffres et tout ça, tu vois, excuse-moi, l'économie cubaine était une des plus prospères de l'hémisphère occidental à cette époque-là. C'était quoi la troisième après Canada, les États-Unis? Tu vois, c'était un pays riche. Oui, c'était un pays qui venait, c'était un pays qui avait des difficultés, avait des problèmes. C'était une jeune nation. C'était une jeune nation, une jeune république qui avait des difficultés, qui évoluait, qui malgré tout allait vers l'avant, s'est développée, la Havane. Et l'île entièrement s'est développée et c'était une économie prospère. Avait une tête de vache pour un Cubain. Et avait pas mal de développement. Effectivement, avait des pauvretés, que ça allait diminuer à fur et à mesure. C'est le point sur lequel ils se sont appuyés. Voilà, mais aujourd'hui à Cuba, on parle du 21e siècle, 2023, bientôt 2024, et la révolution évoluera à 65 ans, en janvier, le 1er janvier. Et à Cuba, aujourd'hui, il y a 90% de pauvreté. Oui, oui, c'est énorme. C'est énorme. 90% de pauvreté. Donc, le bilan, c'est pas que négatif, le bilan, c'est catastrophique. Oui. Oui, et puis là, on a quand même pas mal d'années de recul. Exactement. Pour en faire un cas d'école. Exactement. Après, on peut dire, non, ils vont dire que c'est l'embargo, etc., etc. Non, mais non. Oui, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais il faut arrêter avec tout ça. Parce que c'est. Voilà. On va reprendre l'avion, revenir en France. Exactement. Comme toi, tu l'as fait du coup il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter du coup, quand tu es arrivé en France, c'est quoi la première chose qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'ont... Tout m'a marqué. Et là, la première chose qui m'a marqué, c'était la quantité de lumière, déjà. D'accord. La quantité de lumière, je me suis dit, non, c'est pas possible. Pourquoi il y a autant de lumière? Il y avait beaucoup de lumière? Beaucoup de lumière ici. Je me suis dit, waouh. Tu parles des lumières artificielles? Des lumières de la rue, de la nuit. La nuit. Mm. Et je me suis dit, waouh. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a beaucoup de lumière. Dans mon quartier, avec quoi? Avec une dans les coins et une deuxième, je sais pas où. Et quand je vois ici autant de lumière, je me suis dit, wow, c'est pas possible. À Paris, ils font pas des économies. Je me suis dit, non, mais c'est vraiment, ça m'a choqué. Et les jours, comme il faisait gris, c'était triste pour moi. Et je me suis dit, non, est-ce que c'est le bon pays? En plus, t'es arrivé en Commencez à me poser la question. Enfin, en novembre. Si c'était novembre. Donc c'était le début de l'hiver. C'était dégueu. Et c'est pas la meilleure période pour arriver. Et là, je me suis dit, non, mais c'est le bon pays, quoi. Enfin, je vais devenir fou ici sans le soleil. Mais la nuit, ça tombait la nuit, je voyais ces lumières, je voyais tout ça. Et là, tout à coup, ça m'a changé la vie. Mais je me posais la question si c'était le bon pays, en fait. Oui, parce que toi, tu es habitué à avoir du soleil toute l'année. Toute l'année. Et je tombe sur quelqu'un qui m'a dit, non, vas-y, pars en Espagne. Je dis, non, mais pourquoi faire? Non. Pour moi, c'est la France, c'était un défi. Je me suis fixé que la France, c'était pour moi... Tu voulais prouver que c'était là et que tu allais réussir. Effectivement, je voulais prouver que c'était ici. Peut-être, je pense que la vie m'a donné raison. Je pense que oui. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça, là, parce qu'aujourd'hui, tu nous accueilles ici à Paris Rhum Club. Comment ça a commencé tout ça? Comment ça t'est venu à l'idée de te dire je vais vendre du rhum, je vais vendre des... Écoute, l'idée, avait pas d'idée. Voilà. Il n'y avait pas du tout d'idée. Tu voulais juste faire quelque chose. Et moi, j'aime bien les business et tout ça. J'aime bien... parce que chez moi,
Mon grand-père, il avait des business aussi. Avant la Révolution, il avait des boucheries, il avait des boulangeries, il Ok, avait une boutique d'alimentation générale. d'accord. Il était riche. Et effectivement, la Révolution, il est intervenu tout ça, ils ont levé tout ça, ils l'ont laissé là, en travaillant dans ce même business à lui, mais pour la Révolution. Hmm. Donc imagine-toi les chocs. Bon, et pourquoi on parle de politique encore? Bon, mais Mais tout est lié. tout est lié, tout est lié, tout est lié. Et moi, je suis grandi en regardant tout ça. Mon oncle aussi, il avait des business. Mon autre oncle aussi, il avait des business. Et voilà, je grandis en regardant tout ça, mais ça me plaisait de faire des business. Et de vendre et gagner, ensuite investir, revendre, gagner. Et là, tout ça, à ce jour, je l'ai dans ma tête. Pour moi, c'est au-delà de l'argent que tu puisses gagner. Pour moi, c'est une passion. Hmm. C'est quoi qui te plaît justement Ce qui me plaît, c'est le défi de mettre en place quelque chose qui, à la fin, va me donner l'argent. Je vais gagner l'argent. Donc c'est vraiment ouais, le défi de réussir à construire quelque chose. Quelque chose. Parce que l'argent, ça arrive dans deuxième plan. Bah, en troisième place, parce que l'argent, voilà, l'argent, c'est l'aboutissement de ton idée. Et que c'est important, mais là, ta motivation baisse un peu quand même. Parce que là, tu dis, bon, j'ai réussi, c'est bon, voilà, je suis comblé et ça fonctionne. Quand tu as réussi à avoir l'argent, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, quand, voilà, ça fonctionne. Mais j'ai besoin d'encore un autre défi tout de suite derrière. Sinon, là, je vais tomber voilà, dans la monotonie. Dès que voilà, c'est réussi, et ben, basta. Non, non, non. Moi, j'aime bien les défis comme ça. Ok. Et bah, si ça n'a pas fonctionné, je vais chercher pourquoi ça n'a pas Autre fonctionné chose. et comme ça, de suite. Et l'idée du Rhum, c'est arrivé après dans le Covid, ouais. Durant le Covid 2020. On était confinés, je travaillais à l'aéroport, et depuis bon, l'aéroport nous a mis comme tout le monde a confiné à tout le monde. Et au bout des 8 mois de confinement, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que je ne sais pas quand ça va reprendre le boulot. Ouais. Et personne ne savait quand ça allait reprendre, personne ne savait quand le Covid allait finir. Oui. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et je voyais que les sociétés tombaient une derrière l'autre, fermaient, l'État essayait d'aider. Mais à l'époque, avant les confinements, enfin avant les Covid, je faisais des formations de découverte des cigares D'accord. ronds cubains. Ok. Donc Et tu faisais ça en plus je de faisais ton ça. travail. Voilà, parallèle à mon travail, je faisais ça parce que passionné des cigares, il faut que ce soit lié. Et je faisais ça dans un restaurant qui m'est prêté par la terrasse. Et les gens achetaient mes formations. Et je faisais ça là, ma découverte avec les personnes qui me louaient, me payaient mes formations. Et là, pendant 2 heures, on parlait, je leur montrais tout, ici, à comment faire, le rituel et tout, etc. Et aussi le rond cubain. Et pendant la Covid, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je ne peux pas faire la formation parce que voilà. Et je me suis dit, je vais ouvrir une boutique, enfin, je vais ouvrir une société des ventes de ronds cubains, des ronds du monde entier. C'était ça l'idée. Ah, là-bas, c'était tous les rhums. Si, les rhums c'était rhum, mais... d'Amérique latine Ok, et Caraïbes. ok. Et je me suis dit, bon, bah, je suis content, voilà, j'ouvre ma société. J'avais un peu de thune à côté, voilà. Et j'ouvre la société. Et pendant ces processus-là, je me suis dit, non, les ronds du monde entier, c'est trop. Et puis, il faut avoir l'argent pour investir. Je n'avais pas cet argent-là. Et je me suis dit, je vais me concentrer dans les ronds de Cuba, parce que c'est quand même le patrimoine de Cuba que je connais, qui puisse défendre mieux. Qu'il y a un rhum Abuelo, Panama, etc., ou autre chose. Et un dictateur de Colombia, un rhum, je me suis dit, non, je vais défendre le rhum cubain. Le rhum cubain, c'est celui que je connais. C'est ton identité. C'est mon identité. Effectivement, je vois la société et puis je mets en place la société des ronds cubains. Et donc c'était juste en ligne quand tu as commencé? c'était juste en ligne. Ok. Je mets ça en ligne parce que tout était fermé, Bah c'était le oui. Covid. Et je me suis dit, bon, bah,
Je mets la société, enfin la boutique en ligne, et je dis bon bah ciao, je dis ça, ciao, parce que je sais que ça va passer, je ne me vois pas vendre. Je me suis dit non, ça va pas marcher. Et tout de suite, parce que je me suis dit, qui va acheter quoi? Tout le monde est confiné. Justement, Au bout de 15 jours, bah, la première bouteille tombe. C'est là, une comme ça. c'est vrai. C'est Un pas aguardiente. Un Incroyable. aguardiente qui était vendu. Je me suis dit, oh. Ah, j'ai vu le soleil, la lumière. Mais les messieurs, c'était petit. Ah, c'était comme que je gagné le loto. La lumière au bout du Je tunnel. me suis dit, waouh, ça fonctionne. Et c'était un ami à moi qui ne savait pas. Il a acheté ça et il a choisi de venir la récupérer au dépôt. Ok. Et c'est là où je le vois, tu fais quoi là? Sinon, maman, Ah, c'est là que t'as vu que c'était c'est là que c'était lui. Et, bah, il a acheté une bouteille d'or, je ne savais pas, écoute, je suis content pour toi. Il dit, écoute, tant mieux. Et lui, il savait que c'était toi, du coup? Et lui, il savait que c'était moi. Ok. Mais il m'a fait plaisir. Mais lui, à partir de là, que lui l'a acheté, après, ça s'est enchaîné à ces jours. Incroyablement. C'est bien, ça. Ça s'est enchaîné à ces jours et à ces jours. Des fois, c'est on vend moins, des fois, on vend plus. Mais l'avantage qu'il y a à la boutique en ligne, c'est que tu touches au monde entier. Une fois que tu touches au monde entier, tu es en train de dormir et tu es en train de gagner l'argent. Et là, par exemple, aujourd'hui, je me suis levé, j'allume les téléphones et je suis senti Une notification. avec des ventes qui étaient tombées la nuit. Ouais. Des Canada. Des Canada. Des Ok. Canada. Ouais. Est-ce qu'il y a des pays comme ça où tu te dis, waouh, même eux, Et ils achètent mon rhum? Si, et moi, je contrôle tout. Et je vois que même de partout, les Indiens, de partout, Dubaï, de partout. De partout. Mais en revanche, la grosse clientèle que j'ai, c'est aux États-Unis. D'accord. Ouais. Parce qu'ils connaissent déjà le Pas rhum forcément. cubain ou... Pas, Ah ouais pas forcément, c'est des gens qui Ils consomment plus le whisky, non? Aux États-Unis, beaucoup de whisky. beaucoup de whisky. Enfin, Et- ils appellent pas ça le whisky, ils appellent le. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais aux États-Unis, c'est un pays. Ils sont ouverts à tout. Il y a le commerce mondial, ça passe par les Oui. États-Unis. Oui, puis c'est un gros Et- marché. Et c'est un gros marché. Et les gens qui m'achètent se connaissent déjà pour commencer, mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Ok. Parce que j'aime bien interactuer avec mes clients, j'aime bien l'écrire, savoir, dis-moi, là, ça a été rapide, essaye de me poster en review, etc. Et la plupart, ils ne connaissent pas. Ils disent que leur site, ils sont tombés par hasard, leur site, il est joli. Et ils se sont dit, bon, bah, tu vois, les gens du monde entier aiment Cuba. C'est connu pour le rhum. C'est connu pour le rhum, pour les cigares. Et ces 4 lettres-là, Cuba, ça motive et ça vend. Ça vend, je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'ai vu dans mes événements, je le vois. C'est un pays qui est incroyable, quoi. C'est dommage. Mais ça vend direct. Oui. Si. Ah, c'est bien. Si. Et t'as pensé tout de suite à vendre à travers le monde ou au début c'était vraiment juste, tu t'es dit, allez, Non, c'était. je vais faire des envois Je comme fais, ça, voilà, mais- je ouvre la boutique, pas forcément si c'est au niveau mondial ou pas, mais je me suis dit, bon, la boutique, elle était au niveau mondial déjà à la base, mais je me suis dit, bon, bah, je mets ça en place, et puis voilà. J'ai commencé avec pas beaucoup de produits, avec un petit peu de produits. Hein. Ou tu t'es associé avec un transporteur ou t'as Et fait comment justement pour gérer cette partie de Si, logistique? je me suis mis à travailler avec la Poste. Ouais. Ok. Colissimo, Ouais. on travaille livre ensemble. partout, du coup, Partout dans le dans le monde. monde. Hein. À ce jour, je n'ai pas eu de soucis avec la Poste. Ils ne sont pas énormément chers. Et donc, il y en a d'autres qui sont moins chers, mais ils ne font pas le monde entier. Et il y en a d'autres qui font pas totalement l'Europe. Donc, du coup, ils vont être taxés plus. Donc, oui, effectivement, en Colissimo, c'est un gros marché. Ok. Si. Donc ça, c'était le rhum d'abord, tu as commencé par là. Est-ce qu'il y a d'autres produits, du coup, depuis qu'est-ce que tu fais d'autre dans ton entreprise? Il y a d'autres activités Et comme ça? il y a ma société s'est spécialisée dans les ronds cubains et dans les bières, liqueurs et les cocktails. Les cocktails sans alcool, c'est nos pépites, c'est notre marque personnelle, Cubanazo. C'est notre Qui sont marque juste derrière, qui sont du juste coup. derrière, tout ça. Et c'est. On va montrer Bien peut-être sûr. pour les gens qui connaissent pas. Donc celle-là, c'est la Mojito.
Mojito et classique. Tu peux nous en dire un peu plus C'est mojito classique. En fait, c'est une base concentrée. C'est la base concentrée qui est dedans du mojito. Et ces bases concentrées, c'est naturel. Il y a la hierbabuena, c'est la menthe, la hierbabuena. Et il y a tout ce qu'il faut là-dedans, les citrons, tous les ingrédients que le mojito cubain a besoin. Et justement, l'avantage d'avoir ces bases concentrées, c'est qu'on va gagner du temps au moment de la préparation, on va gagner du temps, on va gagner en qualité des produits, mais aussi on va baisser les coûts des mojitos. Et là, en plus, c'est naturel. Donc, on fait la préparation rapide, la glace pilée, de l'eau pétillante, on met la base, on met l'alcool si on boit avec alcool ou pas. Et puis, c'est terminé, on va décorer. Et c'est un cocktail 100% cubain de qualité. Ouais. Franchement, nous, on aime beaucoup le jaune la pina colada. Bon, maintenant, on va changer parce que c'est bon, c'est la 5e bouteille. On va changer un peu de saveur. Mais ouais, franchement, c'est hyper étonnant. Et justement, je voulais te demander comment ça t'est venu cette idée-là de Cubanazo. Cubanazo, quand j'ouvre la société, que je me vois entouré d'Iran cubains seulement, qui d'argent, je ne leur ramène pas de Cuba. Mes fournisseurs sont tous autour de moi ici en Europe. Okay. Je me suis dit qu'il me fallait un produit phare, un produit qui puisse me rapporter beaucoup plus vite l'argent que le rhum, parce que le rhum, là, malheureusement, en France, on est trop taxé. Et la marge, c'est pas énorme, la marge du rhum. Parce que du coup, tu achètes à des importateurs. Exactement. Et après, il faut l'importer ici en France et puis ensuite payer tous les taxes qui vont avec, les taxes pour importer. Et puis ensuite, il y a les taxes aussi des gouvernements à part pour la vente. Et oui, il faut que tu payes aussi des... Comment ils appellent ça, là, les licences, c'est ça, pour pouvoir vendre? Et non, c'est l'autorisation de consommation. Ah oui, d'accord. Il y a l'autorisation de consommation qu'il faut la payer. Pour pouvoir faire déguster la sécurité sociale, il faut la payer. Il faut payer l'importation comme telle, que c'est à la douane. Et des fois, attention, ça dépend des produits, ils te font payer une taxe écolo. Ok. Et puis, après les transports, les prix des produits comme tels, il y a... La taxe écolo, excuse-moi, je te coupe. Mais du coup, la taxe écolo, c'est quoi? C'est parce que ça vient de loin? Non, parce que je sais pas. Non, peut-être c'est pour les cartons que tu vas utiliser. Okay. Pour la logistique. Oui, je pense que la logistique, ça rentre là-dedans dans la logistique. Mais ensuite, et après, à la vente, il y a la taxe à l'État. C'est à part la douane, c'est 20%. Et donc, tout ça. Ça se rajoute au prix. Ça rajoute à la mention. C'est pour ça que la marge, ça s'est réduit. Parce qu'à bout d'un moment, tu ne peux pas mettre les prix trop hauts. Parce que les gens ne vont pas acheter. Donc, du coup, effectivement, il faut avoir pas mal des références et des choix pour que tu puisses compenser avec tout ça et puis gagner un pot à vie. Ouais, donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il me fallait un produit phare. Mais je ne savais pas lequel. Je ne savais pas quoi. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas. Et je me suis mis à chercher sur Internet. Et pour chercher à décider. Et j'envoie un message au niveau européen pour trouver un fournisseur des rhums. Okay. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu. Quelqu'un qui m'a dit non, je propose des cocktails, etc. Je me suis dit, cocktail? Mais je ne veux pas cocktail. Si je cocktail, non mais non, je ne veux pas cocktail. Je laissais tomber cette idée de cocktail. Lui, il vendait des cocktails, des bouteilles petites comme ça, ready to drink. Ok, donc prêt à boire. Tu le prends dans le frigo, voilà, et tout. Voilà. Et je me suis dit, bon, je mets quoi en place? Et ces personnes, ils m'envoient un mail à nouveau. Et je le lis, si, essaye mes cocktails, patata. Et un an après, il m'insiste. Et je dis, bon, ok. Vas-y, envoie-moi toi tes... Je vais goûter. Je vais goûter. Et je goûte. Dégueulasse. De ton truc, il est dégueulasse.
Mais lui, il m'a réveillé en moi une idée. Je me suis dit, merde, pourquoi pas les cocktails? Pourquoi pas les cocktails? Mais j'essaye de trouver une solution parce qu'ici en France, il y a des soucis avec le mojito, il y a des soucis avec la coctellerie. C'est pas bon, ils font beaucoup de cocktails avec les sirops. Et tout est la base des cocktails, c'est sirop. Beaucoup, c'est trop sucré. Et je me suis dit, bon, bah, je vais parler avec lui pour voir si lui peut faire ça. Et je mets en place l'idée au lieu d'être ready to drink, qui va le faire concentrer, que les gens puissent se faire plus vite, à leur façon, etc. Et là, on met en place ça petit à petit. Et aujourd'hui, ça a donné naissance à ça. Et là, j'ai eu beaucoup d'idées des gens de mon entourage qui m'ont aidé. Lui, il avait ces bouteilles-là, lui, il l'avait déjà. Ok. Petit, et c'est là, petit. Je lui ai dit, écoute, okay. Tu peux faire ça comme ça? Si je peux le faire, ben, ok. Et je lui demande à un ami à moi, écoute, je cherche une couleur comme ça pour un produit comme ça que je suis en train de mettre en place. Dis-moi quelle couleur je mets à la bouteille. Il m'a dit, un ami à moi, non, telle couleur. Un autre ami m'a dit, non, telle couleur. Un autre m'a dit, non, gris, amica. Je dis, non, mais tu penses que gris? Mais oui, c'est amica, comme les checkers. Ouais, les checkers, c'est gris et c'est, fais-le comme ça. C'est vrai. Et je lui ai dit, oh, écoute, ok, ça me plaît ton idée. Et là, je lui ai dit, tu peux mettre telle couleur, machin, mais aussi si je peux. Puis c'est comme ça qu'en petit à petit, j'ai commencé à mettre en place ça. Donc en fait, il a commencé à venir vers toi pour te vendre un produit. Et finalement, vous avez collaboré pour sortir un nouveau produit. Aujourd'hui, on collabore encore. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher. Hein, parce qu'il a insisté. Hein. C'est ça. Après, c'était pas donné parce qu'il fallait trouver l'étiquette à quelle idée, tout le design. C'était chaud. C'était chaud parce que je me suis dit, bon, bah, je mets quoi? Je voulais pas mettre un produit commun. Mojito, ceci, cela, pas. Là, on voit une vieille voiture de Cuba, on drapeau. Non, je ne vois pas ça. Je vois un truc joli. Et c'est là où je fais contact avec la personne qui travaille avec moi depuis déjà bientôt 3 ans. C'est Madeleine, c'est elle qui a dessiné tout ça. Elle est extraordinaire. Elle travaille avec ma société, la société de mon épouse. Et c'est elle qui a mis en place l'idée des Kuanaso, de tous ces designs-là que vous voyez là. Elle est extraordinaire. Elle est elle a fait un bon travail parce que c'est joli. C'est joli. Très fin, très simple, c'est très ça parle clair. tout de suite en fait. Tu regardes la bouteille, tu sais tout de suite ce que tu vas trouver dedans. Tu vois la coco pour la pina colada, tu vois les menthes, les fruits exotiques. Mais... Ouais, exactement, elle est extraordinaire. Elle a décidé, c'est elle qui m'a aidé ici à la décoration de la boutique. Elle est extraordinaire. Moi, je suis content de l'avoir dans mon équipe parce que moi, je ne travaille pas tout seul, je travaille avec une équipe de sous-traitants. Chez moi, au milieu, j'ai une équipe de sous-traitants autour de moi qui, je mets l'idée en place et c'est eux qui vont travailler pour moi. Je les paye à chacun. C'est voilà. Chacun des entrepreneurs aussi. C'est chacun des entrepreneurs. Voilà, c'est une société comme moi. Voilà, exactement. Parce que là, effectivement, je crée ça, mais moi, je n'étais pas tout seul. Si, j'étais pas tout seul. J'avais des gens autour de moi qui je venais avec une idée et on allait, si tu veux, on allait affiner, on allait chercher la bonne idée. Et ben voilà, et à ce jour, tout était, enfin, je me suis pas trompé. Non, puis même l'ambiance ici qu'on retrouve dans la boutique, c'est hyper chaleureux, tu vois. Je trouve que quand tu rentres, en plus, là, il n'y a pas la musique parce qu'on est en train d'enregistrer le podcast, mais tu as la petite musique, tu as le bois comme ça, les bouteilles de rhum qui sont superposées dans les armoires. C'est ça. Voilà, tu vois, la petite table. Enfin, tu retrouves vraiment, je trouve, l'ambiance. Un peu, j'essayais de faire. Tu vois, comme tu Cuban chic. Exactement. Cuban chic, je voulais pas non plus faire la déco traditionnelle, de mettre, tu vois, de mettre les trucs partout, les Che Guevara, je sais pas quoi. Non, ça, non. Non, mais ça me fait beaucoup penser aux endroits où tu vas fumer le cigare, justement. Un peu feutré, comme ça. Tu vois, le bois, les trucs marrons. C'est ça, c'est l'idée. Ça fait penser à ça, ouais. C'est l'idée. Malheureusement, dans ces boutiques, je n'ai pas la possibilité d'avoir un fumoir et tout ça, parce qu'il faut avoir l'autorisation pour ça. Mais bon, en attendant, je fais mes petites découvertes des cigares rhum ici, et les gens peuvent fumer ailleurs, chez soi. Mais dès que j'aurai l'occasion, oui, je vais le faire. Si, ça c'est un défi que j'ai. C'est un projet que j'ai. Exactement. Je vais les réussir. Ouais. Et donc tu fais toujours du coup tes ateliers de dégustation rhum et cigares. J'ai repris ça après les Covid. J'ai repris ça.
Et là, aujourd'hui, comme j'ai la boutique, je le fais ici en ce moment-là dans la boutique. Et effectivement, j'ai repris. Et là, ça, tout de suite que je le mets en place, les gens ils ont commencé à acheter la découverte. Tu fais en petit groupe, c'est ça? Maximum 5 et 6. Oui, pour rester quand même. Oui. Quand on fait un groupe trop nombreux, il y a moins de contacts. Ouais. Et tout ça, dans un groupe, il y a tout le temps un ou deux qui sont dans la lune. Donc, du coup, il faut que tu répètes encore, que tu reviennes et répètes. Est-ce que tu peux nous donner du coup un petit avant-goût justement de ce que tu proposes dans cet atelier parce que par exemple là, on a des cigares que tu vends. Est-ce que tu peux nous donner un petit truc de comment fumer le cigare, par exemple? Un petit truc, tu vois, qui est peu connu et pourtant qui change tout. Bon, ici, ces cigares, je ne le vends pas, je le propose aux gens qui font la formation. Je l'offre avec deux verres des ronds vieux. Durant la formation, on parle, on discute. C'est pas une formation, c'est une espèce de... Un atelier. Atelier dégustation. Dégustation. Moi, je vous explique les choses et je vous donne un verre des rhum vieux, on parle. Et puis à la fin, je l'offre un cigare pour que les gens puissent mettre en pratique les connaissances acquises à ce moment-là. Et justement, les cigares, c'est important. Voilà, je vais te donner un petit truc. Parce que sans ces trucs-là, on ne peut pas profiter des cigares. Okay. Et ces trucs-là, c'est l'allumage. Okay. Si on ne maîtrise pas l'allumage, on ne peut pas profiter des cigares. D'accord. Si on met pas, si on n'utilise pas, on ne fait pas bien les rituels d'allumage, après tout est haché. Haché, c'est-à-dire C'est-à-dire, les cigares, il va partir dans son côté, et après... Il faut que ce soit uniforme. Il faut que ce soit uniforme, mais il faut que ça soit bien allumé. Et pour cela, il faut préparer les cigares. Si on ne prépare pas les cigares à la fumade, tu ne pourras pas profiter. Okay. Même les cigares, il ne pourra pas faire son job comme il faut. Donc, ce n'est pas juste allumer comme une cigarette, par exemple? Non, tu l'allumes, c'est fini. On ne peut pas allumer comme ça la cigarette, on allume comme ça direct. Les cigares, il y a des amateurs qui le font, mais c'est une erreur. Et les cigares, il a besoin d'une préparation auparavant, les cigares, et a besoin de le chauffer, de le réchauffer. Okay. Dans ses pieds. Okay. Donc, on appelle ça les pieds. Bon, on appelle ça les pieds. Les pieds du cigare. On appelle les pieds des cigares. On est en plein dans l'information là. Si, effectivement, quand les gens disent « Ah, il est fou, il est en train d'aller de réchauffer les pieds des cigares. » Le mec, il est fou. Non, non, non. Ici, c'est les pieds, on a la tête et on a le corps. Donc, quand on va allumer un cigare, on doit les chauffer sans découper ici. Donc, une fois qu'on chauffe bien à droite et à gauche, ensuite, on va passer à... Parce que du coup... Moi, je ne connais rien du tout au cigare, mais donc du coup, tu vas fumer de ce côté? Exactement, la tête. D'accord. On va fumer par la tête, qu'on va découper. Ça me fait rire. La tête, les pieds. Exactement, en fait, les cigares, c'est... On va pas dire que c'est un humain, mais pour moi, c'est un saint. C'est avec les cigares, on peut faire plein de choses, on peut travailler, c'est spirituel, ça. Et du coup, il est en âme. Les cigares, on ne peut pas les crasser à la fin de la fumade parce que là, c'est de manquer de respect, il faut le laisser mourir tout seul. On le pose dans un cendrier et puis il s'éteint. Il s'éteint tout seul. Et c'est comme ça. Donc, on va les chauffer, on va ensuite découper la tête, on va allumer normalement et ensuite, on va profiter graduellement des cigares et lui va commencer à brûler uniformément et ensuite, les étapes de goût, qu'il y en a 3, au début, au milieu, à la fin. Et on peut profiter de toutes ces étapes-là en dégustant un bon rhum vieux. Ouais. Et tu le coupes avec une machine avec tous ces outils qu'on a. Ah, tu peux avec n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup vu ça, là, ce truc. La guillotine. Ouais, la guillotine. Mais ça dépend, hein, parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel outil pour découper la tête. Ouais. On ne peut pas, parce que celle-ci, on ne peut pas l'utiliser. Tu vois, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est trop petit? Parce qu'en fait, c'est l'outil qu'on va découper un cigare pointu, un cigare qui sont pointus comme ça, et donc on découpe. Ah oui, donc tu as encore différents types de cigares. Exactement. Okay. Là, c'est pour couper la coiffe. Ok. La coiffe, ça s'appelle... Vraiment le tout petit bout. Les petits bouts qu'il y a derrière, pointus. Il y a la tête, et ensuite, après la tête, il y a la coiffe. D'accord. Là, par exemple, il est déjà coupé ou c'est le cigare qui vient comme ça? Le cigare, il est comme ça, parce qu'il a sa tête. D'accord. Okay. Et la coiffe, c'est celui qui vient comme ça. Pointu derrière. Je crois que j'ai jamais vu un cigare. Un cigare comme ça? Avec la coiffe? Ouais. Ça, c'est pas la tête, hein. La tête, c'est ça.
Pardon. Mais super intéressant. non, il y a plein de gens qui savent pas que ça assiste en fait. Non, et je pense qu'il y a plein de choses en fait à savoir du Si. cigare et. Non, c'est impressionnant. Moi, je savais pas autant non plus. Et à fur et à mesure que j'ai commencé à rentrer là-dedans, parce que autour de moi, tu vois, fumait mon grand-père, fumait ma grand-mère côté mon père fumait, et Ça fait mon partie de oncle, la si, culture. fumait. Il laissait les cigares sous la langue, ça tombait pas. Comment ça, il laissait. Si, il laissait les C'est-à-dire cigares sous la langue, ici. Là, il le coinçait? il le coinçait sous la langue, il parlait, il vivait, il faisait ce C'est qu'il comme ça. voulait. Tu sais que. Je me suis toujours demandé dans les films, on voit souvent ça, tu vois, Ouais. le papy qui fume son cigare, mais qui le laisse dans la bouche. Et je me suis toujours dit, mais comment il peut parler? Et ça ne tombait pas, ça Et ça ne ne fait rien tombe dire. pas. Bon, bah, En il le fait, met, c'est sous la il le langue. roule là, bas. Ah ouais, d'accord. Il Ah, vont je le sais cacher pas. là, la langue va pressionner, il va faire pression. Et là, ça reste comme ça. Ah, ok. Et là, ça ne tombait pas. Je me suis dit, non, comment il fait quoi? Moi, je suis pas la seule à me demander. Si, c'est comme ça. Hyper intéressant. Non, en tout cas, ça donne envie, peut-être qu'on viendra un jour. Si, bien sûr, volontiers. On aurait des milliers d'ateliers. Et là, quand tu sors d'ici, tu sors avec la tête à chauffer. Hein. Ça y est, t'es amateur. Et justement, on parlait du cigare, que c'est dans la culture cubaine. Est-ce que le rhum, pareil, c'est aussi beaucoup dans la culture Est-ce que c'est pas juste une idée? Est-ce que ça existe vraiment quand tu es petit, peut-être? Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de pays où, par exemple, tu vois, en Colombie, c'est le café qui est très connu. Donc, dès que tu es tout petit, en fait, tu commences à boire du café. Est-ce que le rhum, du coup, c'est pareil quand tu es petit, on te fait goûter ou ça vient Si, quand même, t'as fait goûter, oui, quand même. Si, moi, à ne pas reproduire, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est ça. Moi, avec mes coussins, oui. À côté de chez moi, mes coussins, mais vas-y, tiens, déguste, je vais déguster. Mais si, Ouais. très tôt, quoi, même. Ouais. T'es encore enfant, quoi. C'est ça. On va pas dire l'âge, mais. C'est ça. Non, mais Ça m'étonne. c'était bien. C'était bien. Et aujourd'hui, là, on est adulte, on voit effectivement la richesse qu'on a là-bas. Donc, regarde la preuve. Moi, je connaissais même pas la qualité, enfin, la quantité de rhum qu'on a, les références qu'on a des rhums cubains, qu'ici, on ne s'est même pas connu en Europe. C'est même pas connu, à part le Havana Club, bien évidemment. Et justement, c'était le Havana Club le plus connu. Après, au-delà, ciao. C'est pas évident de trouver des marques cubaines ici, en Europe, à Paris. D'ailleurs, c'est justement, je m'inspirais de ça pour pouvoir ouvrir la boutique et faire connaissance et éduquer plutôt les gens à connaître les rhums et puis le rhum cubain et puis l'éduquer à qui effectivement c'est pas seulement Havana Club. C'est pas un truc contre Havana Club, c'est pas ça, mais il y a plus que ça quoi. Oui, parce que du Havana Club, t'en vends aussi. Et moi je vends aussi Havana Club, donc si. Mais c'est toute la diversité de rhum qu'il y a, c'est pas que le Havana, c'est beaucoup Exactement. plus élargi, le panel est beaucoup plus large. Là ici, aujourd'hui, dans la société, on a plus de 16 et 17 marques. Quand on a commencé, en 2020, on avait 6-7 marques. Hein. Oui, avec le temps, Avec le temps, t'en connais d'autres. Je rajoutais petit à petit. Et puis la dernière acquisition, c'était Iguana. C'était un rhum extraordinaire. C'est celui avec la petite tortue là, que tu nous as montré? Non, la tortue, c'est Kawama. Kawama, ouais. La 16, Iguana. C'est magnifique. J'étais choqué de voir la réussite des maîtres rhumiers cubains. Ils sont forts. Ils sont forts. Franchement, dommage qu'on n'a pas cette, on va dire, cette liberté pour pouvoir exprimer encore plus. À l'extérieur. À l'extérieur. Même si à l'extérieur, tout y est, parce qu'ils sont tout vendus. Mais c'est dommage que ça se connaît pas du tout. Même en Europe. Et là, ma fonction, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est même pas un problème. C'est ma mission, c'est faire connaître tout ça. C'est richesse, c'est patrimoine. Oui. On a fait une mission. Ouais. J'ai fait une mission. Avec ces régimes, en nouvel gouvernement, ça va pas changer, c'est la même chose. C'est à nous, les Cubains, c'était Rome. Si. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, du coup, le public français qui découvre justement ce que tu fais et ce que tu proposes? Il y a d'autres choses. Ils sont contents et étonnés.
Content parce qu'ils disent waouh, Enfin un nouveau truc, enfin une bonne proposition. C'est vrai. Et étonné, ils disent waouh, on ne savait pas que Cuba avait tourné rond. Hier même, j'ai eu un client qui me dit c'est moi, j'étais à Cuba, j'ai jamais vu toutes ces références-là. Et je lui dis ah bah, je sais pas. Parce que tout est vendu à l'extérieur. Je lui ai dit écoute, profite que dans ton quartier, tu as ces boutiques-là, Paris Run Club, qui à la base, Paris Run Club, c'est la société, mais vraiment la marque à la boutique, c'est Cocan Cavas. Cocan Cavas. Et je profite qu'on est là, qui est assez riche ici, parce que ce rond-là, tu ne le trouves pas à Carrefour, tu ne le trouves pas ouais. Et il était bien content. Il a acheté hier une bouteille de Saocan 10 ans d'âge, il était ultra content. Si, c'était bien accueilli par les gens du quartier, déjà. Et je pense que Paris, bientôt, va connaître... ouais. Est-ce que tu as d'autres projets en tête et déjà... dont tu peux parler? Si, je vais... Sauf si c'est un secret, mais... Déjà, je vais prendre mon temps avec la boutique. Je vais essayer de stabiliser un peu la boutique, voir le fonctionnement, parce que là, on n'a que 2 mois de nous avoir installés ici au 17e, au Batignolles. Voilà, je vais essayer de développer ces boutiques. Et ensuite, le deuxième projet, ça sera plus grand. Ça sera plus grand encore. Sur la même lancée, sur la même ligne, toujours les spiritueux cubains, toujours les cocktails cubanasso, mais on va essayer de faire une grosse romerie. Si, ça c'est donc avec un espace fumoir, comme avec un espace fumoir, avec la totale. Ouais. Cool, ça c'est les. Je dis pas que c'est les. Voilà, je m'arrête là, mais non, ça c'est les. C'est en tout cas quelque chose que tu as en tête. Si, je le dis comme ça. Je l'ai en tête et je pense que ça va se faire. Trop bien. Ouais. T'es déjà en train de préparer? Si. Je suis en train de... Trop cool. Si. Et c'est quoi la plus grosse commande que tu as eu à gérer? Et comment tu l'as gérée surtout? C'est ça qui m'intéresse. La plus grosse commande, j'étais un peu surpris et content. Je me suis dit, merde, attends, c'était un client qui m'a acheté ma première bouteille de Santiago, de rhum Santiago sans sondage, Santiago 500. Et ça a coûté, je parle d'une bouteille de 4 000 €, un truc comme ça. Ouais. Et une bonne bouteille aussi. Si c'était l'acheter en 4 000 et quelques euros, je me suis dit waouh. Et je pensais que jamais j'allais vendre une bouteille comme ça. Effectivement, oui. Et j'ai vendu une à ce moment-là, et au bout d'un mois, je vends la deuxième. Et je me suis dit waouh, mais c'est quoi ça? Et c'était ma plus grosse commande, c'est là, en Rome, hein. C'est là. Et je ne sais même plus comment gérer ça, quoi. J'étais tellement content que j'avais peur que l'on voit ça et ça se casse. Moi, j'étais choqué. À ce prix-là, il faut bien soigner comment tu fais ton colis. Mon colis et tout. Et tout à coup, effectivement, quand on voit, les clients m'envoient une photo que le bouchon, ça s'est cassé. Ah non. À ce niveau-là, à ce prix-là, tu ne peux pas avoir des erreurs. Donc, du coup, j'ai dû lui envoyer un bon de discount. Et le minimum, parce que c'est un bouchon comme ça, tu ne le trouves pas nulle part. C'est un bouchon pour ces bouteilles spécifiques. C'est la petite bouteille qu'on avait vue dans le coffret, là? Non, c'est une autre encore? C'est une autre. Okay. C'est une autre qui je l'ai même pas ici. Ah oui, tu l'as pas dans la boutique. Non, je l'ai même pas ici. En ligne. En ligne, ça coûte là, le prix il a encore remonté, c'est à 100 000 €, un truc comme ça. C'est un investissement. Si, c'est un investissement. C'est mieux que des sacs de luxe. C'est ça, c'est ça. Et c'est là, c'est Santiago aussi. Ouais. C'est l'île des Trésors. Je l'ai vendu ici une. Elle est trop belle. Si, je l'ai vendu. Ça coûte 550 €. Et très beau cadeau, hein. Elle est vraiment trop belle. Je l'ai vendu à un gars en touriste à Dubaï. À Dubaï. Et l'autre, il était d'où? Non, Autriche. Mais lui, il est passé. Il est rentré à la boutique. Et il m'a demandé quelle est la bouteille la plus chère que tu as. Ah oui, il voulait juste la plus Mais en fait, si c'est bon ou pas, je veux juste la plus chère. Si, je l'écoute là, pour l'instant, j'ai celle-là. Il m'a dit, ok, pas de souci. Il m'a dit, pourquoi je dois te l'acheter?
Il dit, oh, comment ça, pourquoi? C'est toi qui m'as posé C'est la- parti les arguments, c'est la plus C'est chère. ça. Je l'écoute avec plaisir. Écoute, c'est là, pourquoi je vais vous la vendre? Parce que là, vous allez avoir une bouteille de rhum de qualité, une bouteille de rhum unique. Parce que les rhums Santiago, l'île des Trésors, c'est unique. Et je l'ai remonté avec des vérités. Et il était convaincu, comblé. Il a dit, écoute, mettez-moi tout ça dans les sacs. Je vous paye. Et tout de suite, j'ai mis ça par carte. Il m'a passé sa carte. Et en plus, je lui ai offert 2 cigares. Il m'a dit, vas-y, donnez-moi un light. Have you got light? Il dit, yes. Je lui ai donné son briquet. Il a fumé là. Ah oui, direct. Direct, il a fumé là. Et il est parti, il m'a dit, je reviens. I come back in 10 years. In 10 days. Ouais. Je dis, OK. Et Tu il dis, est oh là, parti. va falloir que je prépare la deuxième. Il est parti à Dubaï. Et puis, bon, il n'est pas encore revenu, mais peut-être qu'il va revenir à n'importe quel moment. Ouais. Oui, parce que ça, c'est les clients surprises. C'est ça. Ils arrivent comme ça, ils te prennent arrivent une comme ça. bouteille incroyable et ils repartent. Ils repartent. Après, j'en ai eu d'autres clients qui sont achetés pas en 550 €, mais d'autres prix sans problème ici. Ouais. Oui, si. C'est quoi ta bouteille préférée ici? Est-ce que tu as un coup de cœur vraiment? En ce moment-là, oui. Ouais. Tu Si. peux nous la montrer? Si, il est Iguana à 12 ans d'âge. Il est là-bas. Attends, je vais la chercher. Voilà. Production, s'il vous plaît. C'est celle-là, j'ai un coup de Elle est cœur. belle, hein. Ah, j'ai un coup de cœur de celle-là. Si, j'ai un coup de cœur. Celle-là, c'est ultra bon. En plus, c'est un rhum qui a eu des prix au 2021. J'ai peur de la faire tomber. Non, pas du tout. Bon, quand même. Elle a combien celle-là? Elle est pris là derrière. Les prix, il a combien? 75. Tu vois, c'est un prix abordable par rapport à la qualité. Ça peut rapport. être un bon cadeau aussi, ça. Je n'ai vendu la première hier. J'ai vendu la première hier. Et franchement, j'ai goûté ces rhums-là, c'est extraordinaire. Même C'est la couleur est magnifique. vraiment, Même or. couleur or, ouais. Et un rhum bien. réussi, un rhum qui a eu des prix à Bruxelles et à Hong Kong. Il a été premier aussi. Il a eu des prix partout. Et c'est un rhum Tu vois qui existe depuis longtemps ou il a commencé là, Et il y a ça pas longtemps existe depuis un petit moment, mais il n'a pas été produit. D'accord. Il était dans la tiroir. Il n'a pas été produit, mais là, C'est les aujourd'hui, petites recettes voilà. secrètes qu'il faut dénicher. Et voilà. Et après, c'est pas tu vois comme ils font. Ils sont des rhums qui sont, par exemple, Mulata, il a 120 ans Ouais. d'avoir. T'en as un là, Mulata, c'est celui-là. Mulata, voilà. Mulata. Avec la femme. Exactement. Mulâtre. Il faut boire. Voilà. Trop cool. C'est des rhums vieux que sont 100 ans, la marque, là, c'est 100 ans d'être créés. Et puis, comme la plupart des marques qu'on a là, elles sont des vieilles marques C'est des marques familiales la plupart. familiales. Quand la révolution, enfin, les communistes, là, ils ont pris les pouvoirs, ils ont confisqué tout ça. Et plein de familles qui sont parties de Cuba, ils ont laissé tout ça derrière, et donc eux, ils ont approprié tout ça. Quand ils reviennent, du coup, maintenant, Et non seulement c'est à l'État, ils sont tous confisqués. Ok. Et t'es reparti, du coup, à Cuba depuis que t'es... À certains petits moments, je ne veux pas. Avant, enfin, j'allais... Non, je n'allais pas souvent à Cuba, non. Je suis parti, je suis retourné au bout des 300. 3 ans, ouais. Et puis ensuite, je suis parti 2 jours de suite, 2 années de suite. Et après, il s'est coulé quoi, 3-4 ans encore pour aller. Là, aujourd'hui, ça fait 6 ans que je vais pas. Soit pour le boulot, soit maintenant pour les business, soit pour la famille, soit peut-être le temps. Et puis le billet coûte assez cher. Ça Ça dépend. dépend de la période. Ça dépend de la saison et tout. On peut trouver des billets à pas cher. Hein. Ouais. C'est quoi la 600 saison il vaut que mieux. tu recommandes là-bas? Moi, je préfère aller en janvier, février, mars. Janvier, février. Il y a moins de chaleur. Ah ouais? C'est super Sinon, sympa. c'est nickel. trop chaud? En dehors Et de ces... en dehors de ça, c'est chaud. Ah ouais? En dehors de ça, C'est combien chaud? c'est chaud, 38, 37, Ça commence à faire. 35, 36, c'est chaud. Et c'est une chaleur humide? Humide. C'est Donc quand chaud. t'es pas habitué, C'est tout collant partout. collant tout le temps, ouais. Non, c'est humide.
Donc plutôt début d'année. Ah oui, début d'année, au fin d'année, sympa. Moi, j'aime bien aller en février, en mars. Ok. C'est super. Ouais. Est-ce que c'est la période la plus chère du coup ou... C'est quand même ici, c'est les vacances. Ouais, Donc c'est un petit peu cher. Ok. Mais ça vaut la peine. d'accord. Ça vaut la peine parce que là-bas, bon, c'est pas la bonne époque pour aller à la plage. Parce que c'est un peu frais. Mais pour moi, c'est cool. La température, elle est sympa. Ouais, c'est agréable. C'est agréable. Tu peux découvrir le pays avec Ouais. une température acceptable. Pour eux, il fait froid, mais pour nous, c'est sympa. Et il fait combien du coup? 19, 20. Ouais, bon, ça va. Ça va. C'est un bon printemps ici, C'est quoi. ça. Au mois de janvier, c'est appréciable. Exactement. Trop bien. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai encore une dernière question pour toi. Oui, bien Enfin, sûr. deux questions, du coup. La première question, c'est quel conseil tu pourrais donner, du coup, à quelqu'un qui veut venir en France immigrer ou qui vient, justement, d'arriver en France? Quel conseil tu pourrais lui donner? Les conseils, déjà, ils doivent savoir pourquoi ils quittent leur pays. Parce que si tu veux avancer dans la vie, tu dois savoir d'où tu viens pour pouvoir ensuite continuer. Et tes objectifs, te les fixer. Et peut-être, des fois, la personne n'a pas le choix. Et justement, c'est là où ça fait peur parce que la personne n'a pas conscience de ce qui peut arriver ici. Et c'est là où il faut faire attention. Donc, Mais avoir un objectif. il faut avoir un objectif. Moi, j'avais mes objectifs. Il était tout seul ici, j'avais pas de famille. Mais je me suis concentré à ces objectifs, je me suis enfermé à ça et ça m'a beaucoup aidé. Parce que je ne pensais pas à autre chose. Et comme j'avais tellement besoin des choses pour pouvoir accomplir mes objectifs, j'étais concentré. Et en France, c'est me concentrer d'apprendre comment fonctionnaient ces pays, comment les gens fonctionnaient, pourquoi les Français étaient comme ci, ceci, cela. Je voulais tout savoir. Et si tu n'es pas concentré à ce niveau-là, tu ne pourras pas t'arrêter ici parce que sinon ton corps il sera là et ta tête elle sera à Cuba. Et c'est compliqué. Il n'y a aucun avantage en fait par rapport à nous les Cubains. Donc ces personnes-là qui viennent ici en France doivent savoir que le défi c'est énorme. Et il faut être costaud de tête. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et si ces personnes ne persévèrent pas, il va falloir soit tu changes de pays, soit tu rentres en Cuba. Et je pense que si toi tu changes de pays parce que tu dis que tu n'as pas eu de la chance en France, tu n'auras pas la chance en nulle part. Oui. Donc je pense que c'est au mieux rester dans ton pays, enfin rester ici dans les pays que tu as choisis et puis foncer. Et essayer. Exactement. Jour le jour. Exactement. Les défis pour moi ça a été énorme pour moi. Des gros défis. Et j'ai tous vaincu petit à petit. Petit à petit. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour en savoir plus ou pour découvrir les produits que tu proposes? Là, nous en ce moment-là, on est basé, on a la boutique physique ici au 43 rue La Condamine à Paris 17e. On est là des mardis à dimanche, des midis à 20h. Donc on est là aussi, les personnes peuvent me trouver aussi la boutique en ligne. www.coca-excellence-cavas avec V petite cavas.com. Là il y a la boutique, pareil, tout ce qu'on a ici est là sur la boutique en ligne et il a pour profiter même 100% de réduction directe qu'ici on n'en a pas. Ça c'est un avantage. C'est bon à savoir. Bon, bah, super, merci beaucoup Mika. À vous. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi.